Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes sur Facebook. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur YouTube de qui? Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et puis en ce début d'année, rien ne vaut une bonne lecture. Rien ne vaut une bonne lecture en mode héros fantasy. Oui, je sais qu'il y a plein de fans. Parce qu'on regardait les Chevaliers du Zodiac, parce qu'on regardait les films de Kung Fu lorsqu'on était petit, parce qu'on est en train de regarder House of Dragon et Lord of the Ring. Oui, on aime cet univers imaginaire. Mais vous savez qu'on a des auteurs en Guadeloupe qui font tout ça? Pour en parler, je reçois Dimitri Sablon. Qu'a-nous fait? Comment faut-il t'appeler? Est-ce qu'il faut t'appeler Dimitri ou est-ce qu'il faut t'appeler Iliac? Alors le nom de plume c'est Iliac Nolbas, Ouais. on s'appelle effectivement Dimitri Sablon, mais on part sur Iliac Nolbas. Ça, On va garder Iliac parce que j'adore le nom. Pourquoi Iliac justement? Alors Iliac Nolbas, donc il fallait quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, quelque chose d'assez sympa, qui marque, et finalement, donc en discutant avec ma conjointe, on a inversé complètement les lettres du prénom de ma petite fille et du nom de famille, et ça donne Iliac Nolbas, donc ma petite fille Kaylee Sablon. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Mettez des j'aime sur les réseaux sociaux. Je croyais que tu allais me dire non, c'est le dieu grec, tu sais, de Kibitek. Ah, non, Et non, c'est le. Et c'est beau, c'est beau. On big up la compagne, on big up la petite fille. Alors, tu es dans un univers. Ce qui est bien, c'est que tu es dans un univers vraiment qui nous plaît. Et on a l'impression qu'effectivement, ici en Guadeloupe, on ne va pas trop visiter cet univers. En tout cas, nos auteurs n'y vont pas trop. Ils laissent ça plutôt aux Anglais, aux Américains, aux Japonais. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet univers et à partir de quel âge tu as plongé dedans? Oula, alors à partir de, j'ai envie de dire presque 8 ans, l'âge de ma petite fille. Ah ouais. Ah ben ouais. Avec quoi? Tout ce qui était manga, bande dessinée, film, énormément de produits et de visuels qui se font sur cet univers Heroic Fantasy. Ok. Et ce qui est vraiment intéressant dedans, c'est la possibilité de s'exprimer, de rendre fantastique tout ce qui nous entoure. Ouais. Et ça vraiment, c'est intéressant. On part sur des aventures et on décroche complètement du monde dans lequel on vit. Et on profite de quelque chose, l'espace d'un bouquin, d'une BD, et on voyage. Mais justement, je voudrais bien avoir ton point de vue parce que, comme je le disais en intro, on a tous plongé, on a tous baigné dans cet univers justement un petit peu fantastique, merveilleux. Et honnêtement, je m'attendais à ce que justement il y ait plus de personnes comme toi, plus d'auteurs comme toi qui revisitent un petit peu cet univers fantastique, peut-être avec nos histoires, notre culture. Et finalement, on n'a pas trop eu ça. Comment tu expliques ça? On a laissé ça aux autres ou on préfère lire et regarder plutôt que nous écrire? Comment ça se passe? Non, c'est qu'il faut encore un petit moment pour que cette culture Heroic Fantasy s'imprègne un peu. Ouais. On pense souvent que ce sont des histoires pour les enfants. Exact. Ou quelques aventures pour passer le temps, vraiment des choses pour enfants, alors que finalement, on est sur une littérature qui touche énormément de personnes. Par exemple, pour cet ouvrage-là, on est sur une tranche qui va de 15 à 45, 50 ans. Exact. Donc, petit à petit, ça va venir, les gens s'y intéressent, et des produits comme Le Seigneur des Anneaux, ou justement Game of Thrones, participe à démocratiser cette culture, et j'ai bon espoir que ça se fasse aussi dans notre petite île. Justement, c'est ton premier roman ou tu t'étais déjà essayé à d'autres romans comme ça? Non, c'est vraiment le premier roman. Okay. Et c'était pas parti pour. Okay. Donc à la base, c'était uniquement pour m'exprimer, pour mettre sur le papier ce que j'aimais, ce que j'avais en tête. Parce que je fais beaucoup de dessins, de peinture, et on a ce besoin de mettre sur papier, de matérialiser ce qu'on a en tête. Donc finalement, je suis parti sur un petit récit très personnel, et en faisant lire à deux, trois collègues, 2-3 amis, on m'a dit mais pourquoi tu publierais pas le livre? Donc l'idée a germé, on s'est dit pourquoi pas, qui ne tente rien à rien, et au bout de 3 ans, on se retrouve avec ce roman. On big up les amis, c'est toujours eux qui poussent, vous pouvez le constater sur ce plateau. Justement, l'éveil du feu, est-ce que tu peux rapidement nous dire de quoi ça parle, nous donner le synopsis? Alors, l'éveil du feu, on suit un mercenaire, un ancien mercenaire, très habile à l'arc, donc chasseur, qui ne supportant pas les conflits entre les différentes royautés, les différents pays, décide de se mettre en autarcie, de vivre en autarcie, pour ne plus avoir contact avec ce genre de guerre inutile, entre guillemets. Sauf que, malgré son autarcie, il lui faut des produits dont il n'est pas capable de trouver dans la nature, qu'il n'est pas capable de produire. Donc du médicament, des armes en fer forgé ou ce genre de choses. Donc une fois par an,
il quitte la forêt dans laquelle il s'est installé depuis quelques années, retourne vers une très grande ville. Donc on a une belle carte à l'intérieur du livre pour pouvoir suivre les périples du personnage. Et dans cette ville, donc, il va faire le plein pour repartir. Sauf que cette fois-ci, il va croiser le chemin d'une jeune femme qui va le détourner un petit peu de sa quête première. Et il se retrouvera embrigadé dans des péripéties incroyables. Et il poursuivra finalement, alors qu'il voulait vivre en autarcie, va se retrouver à tendre la main et à aider des gens, alors qu'il avait prévu de ne plus avoir de contact. Et tu penses, j'aimerais avoir le point de vue de l'auteur, justement, est-ce que c'est une chose bénéfique, justement, finalement, de laisser son autarcie, ou au final, selon toi, il était mieux tout seul? Ça sera à voir dans l'opinion du lecteur. Ce qui est vraiment intéressant en fait quand il lâche son autarcie, c'est pas tant de quitter et de revenir dans le monde civilisé, c'est les choix qu'il va avoir à faire. En fait, il est dans une histoire, le personnage principal, sans le savoir. Et il va être confronté à des événements où finalement il a un libre choix. Il va aider. Il ne va pas aider, il va combattre, il ne va pas le faire, il va rebrousser chemin ou pas. Et finalement, c'est ce que nous, on vit aussi un peu tous les jours, mais de manière plus romancée. Mais tous les jours, on est soumis à des choix, on doit faire des choix. Et en fonction de ça, notre vie avance et les relations qu'on aura aussi avec ceux qui nous entourent avanceront ou reculeront. C'est bien parce que tu me donnes une perche de fou. Quel parallèle peut-on faire entre des livres, des bouquins, des séries, même des mangas comme ça, avec un univers totalement parallèle et le nôtre? La vraie vie, quoi. Est-ce qu'on peut tirer des leçons d'histoire, par exemple, comme la tienne? Bien sûr, complètement. Tout ce qui est manga, bande dessinée, roman, on va piocher dans un réel. On va piocher dans ce qu'on connaît. Donc, par exemple, l'exploration de l'univers. Donc, on a eu énormément de mangas, comme par exemple Cobra, où on a des vaisseaux spatiaux, on part à la découverte de l'univers. Mais tout ça vient du fait que l'être humain s'est posé la question à un moment donné, est-ce que je peux y aller? Exact. Et là, on imagine et on se fait voyager en créant ce genre de produit. Et finalement, toutes les questions qu'on va avoir dans la vie de tous les jours, tous les questionnements, toutes les problématiques, on va les retrouver dans ces univers-là, et on va les solutionner d'une certaine manière, on va les embellir et on va délivrer des solutions ou des propositions à tout un lectorat de cette manière-là. Exact. Donc on tire vraiment beaucoup de notre réel, de notre vécu et de ce qui se fait tous les jours. Tu as parlé de Cobra, ça tombe bien, on connaît tous Cobra, il retire son bras et puis il y a un canon à la base de son bras. J'attends toujours le film, l'adaptation cinématographique. Oh là là, qu'est-ce que ça peut être beau. Justement, là, l'Éveil du Feu parle de mon appart, est-ce que tu as peut-être une idée pour un univers qui justement se déroulerait dans l'espace, Cosmos et compagnie? Est-ce que ça aussi, ça t'intéresse? Ça m'intéresserait beaucoup, mais dans un premier temps, j'aimerais vraiment avoir quelque chose qui va représenter notre culture à nous. Nous, ce qu'on vit au quotidien. Donc, il y a quand même un projet, pour l'instant, c'est qu'à l'étape de projet, parce que j'ai le tome 2 de l'Éveil du Feu à faire, mais travailler effectivement sur ce qui se passe nous en Guadeloupe et avoir un personnage principal antillais contemporain avec des problématiques actuelles. Exact, donc restez connectés. Justement, on a vu défiler les dessins. C'est toi qui dessines. Est-ce que la passion du dessin est arrivée en même temps que la passion de la lecture, genre vers les 8 ans et consorts? Est-ce que tu as commencé à dessiner très jeune? J'ai commencé à dessiner très jeune, effectivement, mais la passion de la lecture est venue vraiment après. Ah d'accord. Ça a commencé par le dessin. Ça a commencé par le dessin. Toi aussi, tu dessinais les yeux de Dragon Ball Z, de Sangoku? Exactement. J'ai fait comme tout le monde. On a tous fait ça, eh oui. Et en fait, à force de recopier, de multiplier les dessins de Dragon Ball Z, des Chevaliers du Zodiaque ou autres, à un moment donné, on veut avoir quelque chose qui nous appartient. Exact. Quelque chose qui nous appartient, quelque chose que nous, on crée. Et pour le coup, on met les modèles de côté. Et c'est là que commence le processus où on va créer son propre univers. Donc moi, l'Heroic Fantasy, c'est vraiment ce qui me plaisait, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Je trouve ça assez palpitant, prenant, très intense. Des combats à l'épée, des joutes, des sièges, l'attaque de châteaux, des dragons. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire avec. Donc le dessin est parti là-dessus et je me suis nourri de différents ouvrages, de différents auteurs comme Tolkien que tout le monde connaît, mais pour nourrir ces dessins-là. Et une fois que c'est fait, on a envie de passer à un autre niveau, à un autre type d'œuvre. Et c'est là où vient justement l'écriture.
justement, tu t'es professionnalisé ou tu es totalement autodidacte? Complètement. Complètement, ok. Complètement. Donc j'ai commencé à apprendre à dessiner seul, donc avec les fameux modèles. Il y a un jour qui m'a marqué où j'ai tenté de faire un portrait, donc je ne suis pas portraitiste. Ça, il faut le dire, je ne suis pas portrait. Ça a été un cauchemar. Mais ça m'a poussé à continuer dans cette fantaisie, où je représentais vraiment ce qui me plaisait, de la manière dont je le voulais. Et donc vraiment tout un univers qui peut se mettre sur papier, à la peinture, et on apprend. On apprend en faisant, donc on fait des erreurs, on déchire des toiles, on saccage des toiles. Voilà. Ça arrive. Et oui, on réussit pas forcément du premier coup. Ah non, ça c'est sûr. Mais c'est en faisant finalement qu'on apprend, et c'est ce que je dis à beaucoup de mes lecteurs quand ils viennent, surtout quand ce sont des jeunes qui veulent apprendre à dessiner, faire du manga et autres. Il faut faire. Il faut acheter un carnet, il faut crayonner, il faut passer à l'encre, il faut faire de la peinture, de l'aquarelle, de la gouache, il faut vraiment tout tenter. J'ai fait de l'huile, j'ai fait de l'aquarelle, de l'acrylique, et finalement je me suis orienté vers du digital painting. Parce qu'on a des techniques, on a des rendus qui sont très impressionnants, et finalement avec la démocratisation des outils, ça devient vraiment à la portée de tout le monde. Donc tous les passionnés, si vous avez envie, allez-y, prenez un crayon, un dessin et donnez-vous à fond, un ordi, commencez à écrire une histoire, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, il faut le faire, et ça, peu importe l'âge. Dans un film, justement, une adaptation, par exemple, si demain, je ne sais pas, quelqu'un reprend ton bouquin pour faire une adaptation, tu sais, ça sera peut-être un petit peu plus facile à regarder par rapport aux effets spéciaux, aux scènes d'action. Moi, une question que je me pose, c'est comment vous, en tant qu'auteur, vous faites pour garder l'action et captiver le lecteur? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a des combats d'épée, franchement, il y a de l'action. Comment, dans la lecture, tu arrives à captiver ton lecteur? Parce qu'il faut garder le rythme. Comment faites-vous pour placer le rythme dans les mots? Alors, la première chose, moi, qui m'a fait vraiment énormément de bien lors de la création de ce livre, d'ailleurs, je passe un petit mot, je remercie Marie-Christine, Laure, Sandrine, Dominique et mon père. C'est ces lecteurs-là qui vont vous dire, ces bêta-lecteurs qui vont vous dire si vous êtes sur de la bonne rythmique. Parce que quand vous allez créer une histoire, quand vous allez créer un chapitre, alors vous avez une méthode qui consiste à vraiment avoir un canevas et ensuite à l'écrire au propre. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette méthode-là. Donc je commence par le début, j'ai la fin, et il faut que j'emmène mes personnages jusqu'à ce point. D'accord. Et comment je fais? Donc le personnage va démarrer. J'ai une idée de problématique, une porte fermée, une pierre qui s'effondre, un fossé, je le mets. Je ne me pose pas de questions, je le mets. Comment mes personnages vont réagir à ça? Et là, j'ai tendance à dire, on part dans un exercice de schizophrénie, parce qu'il faut se mettre dans la peau de son personnage, dans sa mentalité, sa réflexion, et réagir de la même manière qu'il aurait pu le faire. Donc on se met à la place, et pas de facilité, on essaye de résoudre le problème avec une solution intéressante. Enfin, donc, quand toutes les péripéties du personnage se sont mises en place, il va être important en fait, de relancer l'attention du lecteur sur la fin du chapitre. Qu'il ait envie, en fermant le livre, de se dire « Demain, il faut que je passe au chapitre 15. Demain, il me le faut. » Et vos bêta-lecteurs, à cette lecture, c'est eux qui sont vraiment capables de vous dire « Ouais, là, on veut la suite. » Dépêche-toi d'écrire, on veut la suite. Là, on a gagné quelque chose. Et comme quoi, encore une fois, on big up les proches. D'ailleurs, on voit plein de dessins, mais on tient quand même à souligner qu'il n'y a pas forcément de dessin dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a la couverture, c'est bien fait, parce qu'effectivement, on se dit « Waouh, ça va être un super livre !» Mais attention, c'est vraiment un roman. C'est à base de Harry Potter, Tolkien et compagnie avec Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un bon roman. Qui peut lire ton livre? Est-ce que, parce que tout à l'heure, effectivement, voilà, merci Bruno. Tout à l'heure, on a vu une jeune petite, elle devait à peine avoir 10 ans. Est-ce qu'un jeune de 10 ans peut le lire, voire peut-être plus jeune? Est-ce que quelqu'un qui a une imagination, qui a toujours son âme d'enfant, qui a peut-être 85 ans, peut le lire? À qui s'adresse ton roman? C'est ouvert vraiment à une très grande plage de personnes. Comme je disais, moi j'ai des lecteurs qui vont de 15 à 50 ans, voire 60 ans. Donc l'univers est vraiment ouvert à tout le monde. On est sur vraiment des questions assez sérieuses à certains moments, un peu d'humour, on a un petit peu d'horreur parce qu'il faut quand même captiver, on a de la bagarre, de l'aventure, de la tension. On arrive vraiment à regrouper toutes les envies, tous les besoins du lecteur. En dessous de 15 ans, je conseille aux parents de jeter un coup d'œil au bouquin, de le lire, savoir si quand même il sera adapté. Mais de nos jours, on est beaucoup plus exposé à certains médias,
Et finalement, en fait, nos enfants sont aptes beaucoup plus tôt à lire certaines histoires. Donc on est vraiment sur de l'heroic fantasy et on a ce côté humoristique, ce côté sérieux qui permet de plaire aussi à tout le monde. Est-ce que justement l'univers heroic fantasy arrive à, je dirais, rassembler des personnes qui en temps normal ne se seraient peut-être pas rassemblées, qui ne se ressemblent pas, qui viennent de, je sais pas, de continents différents, qui parlent une langue différente, mais cet amour pour cet univers. Parce qu'on voit les photos défiler, et c'est vrai qu'on voit des jeunes, des moins jeunes, on voit toutes sortes de personnes. Est-ce que cet univers a cette faculté en plus que notre univers, qu'on ne va pas critiquer les univers dramatiques, romans policiers, etc. Mais est-ce que quand même, parce que moi je me compte dedans, est-ce que cet univers rassemble plus de personnes, de lieux et de provenances différentes? Alors il va rassembler énormément de lieux, énormément de personnes, parce qu'en fait dans l'heroic fantasy, on est sur des situations épiques. Ouais. Donc on n'est pas simplement sur un personnage auquel on va s'identifier, un héros auquel on va s'identifier. Non, on s'identifie à un personnage qui est censé réaliser des actions et des actes, des aventures épiques. Exact. Donc par exemple, on a dans ce livre une description de l'ascension d'un volcan. Ouais. Et on est tous passés par la soufrière. D'ailleurs, la description de ce volcan dans le livre correspond à la soufrière. Oh, pour quelqu'un de Saint-Claude, les gars, j'ai envie de vous dire qu'il nous touche au cœur là. Ben, oh, big up Saint-Claude et Matouba. Et quand je dis que on écrit avec ce qu'on vit tous les jours, on avait fait une ascension de la soufrière avec des amis de façon un peu tardive. Okay. Donc on arrive sur le sommet sur les coups de 15 heures. Et on se dit, c'est fini, c'est mort. Il va y avoir des nuages de partout, on n'y verra rien. Et grande surprise, arrivé au sommet, j'ai jamais vu la soufrière aussi dégagée. Et là, on a une flore qui est complètement différente de celle qu'on trouve lors de l'ascension ou même au pied de la soufrière. Ouais. Donc, j'ai pris cet événement, je l'ai romancé, et l'ascension qu'on a dans le livre, on retrouve donc toute cette flore de la soufrière, mais on y rajoute des événements épiques avec une bataille, une escarmouche. On va rentrer dans le volcan lui-même, histoire de rendre les choses mais vraiment spectaculaires. Et c'est ce qui est passionnant dans l'heroic fantasy, c'est que finalement on part avec un bouclier, une épée, une armure de cuir, et on se retrouve à devoir combattre à cheval dans des régiments entiers. Là où l'heroic fantasy réunit encore beaucoup, c'est que le jeu de rôle a de plus en plus le vent en poupe. C'est vrai ça. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on essaie, notamment dans une association basée sur Sainte-Anne, qu'on essaie de développer depuis déjà plus de 2 ans, c'est de remettre au goût du jour le jeu de rôle justement. Ok. Et on y trouve énormément d'univers heroic fantasy comme Donjons et Dragons. Ok. Et là, nos participants, nos adhérents ont la capacité de jouer le rôle d'un personnage. Et comme je dis, bouclier, épée, on part à l'aventure et pendant des fois 3, 4, 5 heures, des fois ça peut durer 10 heures de partie, on vit des choses qui sont extraordinaires. Et on rentre à la maison, on se dit, j'ai voyagé aujourd'hui. C'est ce qui est magnifique avec l'heroic fantasy, c'est pour ça que j'aime ce type de littérature. Et est-ce que tu rêves que L'Éveil du Feu est une adaptation en série ou même en long métrage, mais vraiment produite par des réalisateurs d'ici, des acteurs d'ici, avec une équipe technique d'ici, sachant que souvent on a l'impression que cet univers est très dur à adapter au cinéma, parce qu'on a pu le voir, certains qui ne connaissent pas le roman aiment beaucoup le résultat, mais ceux qui ont lu le roman sont souvent très déçus. Donc toi, de ton point de vue, est-ce que tu aurais aimé avoir une petite adaptation, on ne sait jamais, de ton roman? Forcément, je dirais oui. Forcément, je dirais oui, parce que finalement, le lectorat et le public vont s'agrandir. Exact. Le but d'un roman, finalement, c'est qu'il soit lu. C'est qu'il soit découvert, qu'il soit vu par d'autres personnes. C'est partager l'aventure que nous, on a vécue en l'écrivant, la partager avec les autres. Ouais. Le fait qu'il y ait une adaptation cinématographique, à ce moment-là, c'est vraiment l'ouvrir à encore plus de monde, à encore plus de public. Après, on a souvent des soucis dans les adaptations avec fantasy parce que justement, on repart dans ce travers de ne pas prendre les choses au sérieux. Ouais. Mais sur certains plateaux, vous avez des accessoiristes, par exemple pour les épées. On peut tout à fait faire un film avec une épée en plastique en mousse. Ouais. Donc la caméra est assez loin, voilà, on ne voit pas grand-chose. Ça passe. Voilà. Même avec les écrans 4K, parce que des fois avec les écrans 4K, c'est là la qualité. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Eh ouais. Mais par contre, si vous prenez des films comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, par exemple, qui sont très connus maintenant, au niveau des accessoiristes,
et de toute l'équipe de tournage, on fait appel à des forgerons. Vraiment des vrais forgerons qui travaillent sur ces épées-là, qui travaillent sur ces matériaux-là pour permettre d'avoir des accessoires réalistes. Parce que le manque de réalisme, c'est ce qui va plonger le film en fait. Exact. Plus on y mettra de réalistes et plus on va adhérer à ce qu'on va voir, plus on va s'y identifier et plus on va apprécier. Et dans l'éveil du feu justement, j'essaye de faire au maximum preuve de réalisme. Et c'est bien ça. Et pour ne pas décevoir le lecteur en se disant ça, c'était trop facile. Donc il faut vraiment y aller à fond. Il faut être honnête en fait avec son public, avec son lectorat. Alors justement, en parlant de public, est-ce que souvent des auteurs comme toi ont des lieux justement pour rencontrer leur public? Parce qu'encore une fois, on sait qu'on est fan de ce genre d'univers. Alors est-ce que tu as des lieux? Est-ce que tu peux rencontrer ton public justement pour montrer ton travail? Et surtout, quels sont les retours que tu as? Alors effectivement, on peut rencontrer un peu partout son public. C'est ce qui est aussi intéressant quand on est auteur. On marche dans la rue, on va croiser quelqu'un qui va nous dire « mais c'est vous qui avez écrit tel livre ?» Et là, il faut prendre le temps en fait, de discuter 20, 30 minutes, 1 heure avec cette personne de l'univers qu'on partage ensemble. Ensuite, il y a des événements qui vont s'organiser, comme les séances de dédicaces qu'on a organisées dernièrement à la Librairie Générale, où vraiment une équipe merveilleuse. On big up la Librairie Générale. Complètement. Aux petits soins des professionnels, des passionnés de la littérature. Vraiment, j'étais à l'aise. Et c'est un moment privilégié parce que les personnes qui vont venir là sont spécifiquement sur place pour ça. Voilà, on a eu de beaux événements comme celui-ci qui ont rassemblé énormément de monde. Finalement, on échange avec l'auteur, mais le public échange aussi entre eux. Et il y a des synergies qui se font. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le tome 2? Mais moi, je pense ça de tel personnage. Vous avez commencé par écrire ou à faire les dessins. Comment ça se passe? Et il ne faut pas hésiter, il faut partager avec son lectorat, il faut partager avec son public à ce moment-là. Mais j'ai tendance à dire, tous les jours, on est amené à croiser des personnes finalement, des gens géniaux et qui vous apporteront énormément. L'éveil du feu, mesdames et messieurs, disponible partout. Encore une fois, Iliac. Allez vous acheter le tome 1 parce que le tome 2 arrive bientôt. Je suis sûr que ça va vous plaire, que vous allez bouffer le bouquin comme jamais. En plus, encore une fois, nous sommes fans de ce genre d'univers. C'est génial. Donc justement, si on veut te suivre, te contacter, te poser des questions, voilà, devenir fan de Iliac. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter? Ne t'inquiète pas, de toute façon, si on en oublie, tout va s'afficher juste ici. Donc oui, effectivement, connecté. Donc vous avez un site internet sur lequel vous pouvez suivre toute l'actualité du livre et notamment l'avancement du tome 2. Donc vous saurez au fur et à mesure l'avancement de chaque chapitre. Vous me retrouvez sur Facebook, je suis très disponible, je réponds assez rapidement. Sur Instagram, des superbes photos pour chaque événement et forcément sur WhatsApp. Dispo 24/24. Voilà, et pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, sur Facebook, c'est Iliac avec un Y au début, .nolbas.roman. Et sur Instagram, c'est iliac.nolbas. Le WhatsApp 0690 00 49 92. Et puis au pire des cas, si vous n'avez rien compris, vous allez à 13h sur le YouTube d'Éclair FM TV, vous regardez le replay, parce qu'encore une fois, c'est une émission à revoir du début à la fin. Et surtout, voir les dessins d'Iliac, c'est magnifique. En tout cas, on va rajouter une chose, c'est que au cas où, si vous êtes dispo, le samedi 15, il vous donne rendez-vous pour partager, pour échanger et surtout pour acheter son bouquin. Eh oui, venez pas les poches vides. Ça se passe où? Alors, ça se passe à la Librairie Générale de Basse-Terre. Donc, venez nombreux, on sera là. Et ce sera toujours avec le plus grand plaisir, un échange et c'est très convivial. Vraiment une équipe au top. Moonbastet, et vous avez entendu, le volcan dans le bouquin, c'est la soufrière. Donc on se déplace et on va donner la force à celui qui a mis la soufrière dans ce bouquin. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Encore une fois, on va passer, n'oubliez pas de regarder aussi les best-of pendant le week-end. Il va passer en boucle pour que vous puissiez voir le travail de ce monsieur. Merci encore d'être passé sur le plateau. Merci à toi, Saïli. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, et oui, même si vous êtes loin, on pense à vous, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Trinidad et Tobago, Haïti, Dominica, Barbados, USVI, Grenada, Saint-Vincent, sans oublier Anguille et Antigua. Oui, toutes ces îles nous regardent parce que c'est traduit en anglais sur YouTube. Vas-y, ta caméra est juste là. Alors une chose que je vous dirais, c'est si vous êtes passionné, si vous aimez ce que vous faites, n'hésitez pas. Produisez, partagez, communiquez dessus. Il faut vraiment qu'on produise
et qu'on soit présent nous aussi sur les réseaux, qu'on montre aussi l'art qu'on est capable de faire en écriture, en dessin. On a de magnifiques photographes en Guadeloupe. Donc à tout le monde, allez-y, faites-le, c'est faisable et go, à fond. J'adore les messages de fin d'émission de mes invités. On va faire un montage pendant Noël. Ça sera que les émissions, que les fins d'émission. Leurs messages, juste pour vous motiver un petit peu. Pour la fin d'année. En tout cas, merci de nous avoir boosté. Merci pour ton Merci bouquin. à On vous rappelle, l'éveil du feu est dispo partout. On peut le commander aussi. Oui. Si par exemple on a des Caribéens, tu sais, en France, au Canada, à Londres, mais ils ne peuvent pas venir à la librairie. Ils peuvent le commander sur Internet. Vous pouvez aussi le commander. Il est disponible top. sur Amazon. Il est disponible en physique, en Kindle. Vous le retrouvez dans les librairies, donc forcément de Guadeloupe. Ouais. Et si quoi que ce soit, il y a le WhatsApp, on m'appelle, le livre sera là. Communiquer la famille, c'est la Guadeloupe pour les Guadeloupéens, pour les Martiniquais aussi, pour toute la Caraïbe, parce que we are one. Merci à toi, l'éveil du feu, l'éveil de KNF. Eh oui, sans plus tarder, avec un nouvel invité, mais après la pub, dans les montagnes. À tout de suite.